Une histoire populaire des États-Unis, chapitre 20, année 1970, tout va bien? Traduit de l'anglais par Frédéric Coton. Au début des années 1970, le système semblait être devenu parfaitement incontrôlable. Il ne pouvait plus garantir la loyauté de la population. Dès 1970, selon le Centre de recherche sur l'opinion publique de l'Université du Michigan, le taux de confiance envers le gouvernement s'était affaibli dans tous les secteurs de la population. On constatait cependant des différences significatives selon les catégories socio-professionnelles classiques. Pour les professions libérales, le taux de faible confiance envers le gouvernement était de 40%. Le chiffre atteignait 66% pour la classe ouvrière. Les sondages d'opinion de 1971, après 7 années de guerre au Vietnam, révélaient une certaine réticence à « venir en aide » entre guillemets aux pays supposés être sous la menace de forces soutenues par les communistes, même quand il s'agissait de pays membres de l'OTAN, ou encore du Mexique, pourtant situé juste à la frontière méridionale du territoire américain. Aucune majorité ne se dessinait en faveur d'une intervention des forces américaines. De même pour la Thaïlande, dans l'hypothèse d'une attaque communiste, seulement 12% des Blancs et 4% des Noirs étaient favorables à l'envoi de troupes. À l'été 1972, les militants pacifistes de la région de Boston manifestèrent devant le siège de la compagnie Honeywell. Les tracts distribués à cette occasion accusaient l'entreprise de produire des armes antipersonnelles utilisées au Vietnam, telle la terrible bombe à fragmentation qui avait criblé des milliers de Vietnamiens de morceaux de métal terriblement dangereux et difficiles à extraire. Environ 600 questionnaires furent remis à cette occasion aux employés de la compagnie Honeywell, leur demandant s'ils pensaient que l'entreprise devait cesser de fabriquer ces bombes. Sur les 231 réponses reçues, 131 déclaraient que Honeywell devait en cesser la fabrication. 98 qu'elle devait continuer. Les sondés étaient invités à commenter leurs réponses. La réponse négative type était « Honeywell n'est pas responsable de ce que fait le département de la défense avec le matériel qu'il lui achète ». Réponse positive type « Comment pouvons-nous être fiers de notre travail quand il repose sur un principe parfaitement immoral ?» Le Centre de recherche sur l'opinion publique de l'Université du Michigan avait quant à lui posé la question suivante. Le gouvernement est-il aux mains de grands intérêts économiques qui travaillent pour leur seul profit? En 1964, 26% des gens avaient répondu par l'affirmative. En 1972, ils étaient 53%. Dans un article paru dans l'American Political Science Review, Arthur H. Miller commentait ce sondage. Il montrait un mécontentement fondamental de grande envergure et un désintérêt certain pour la politique. Il ajoutait: les experts en sciences politiques partagent bien souvent les inquiétudes des pouvoirs en place, que ce qui est stupéfiant et d'une certaine manière inquiétant, c'est le rapide renversement d'attitude qui s'est produit dans ce domaine en seulement 6 ans. Un nombre accru d'électeurs refusaient de s'identifier comme démocrates ou républicains. 20% des personnes interrogées se revendiquaient indépendants en 1940, 34% en 1974. Les tribunaux, les juges et les jurys ne se comportaient plus comme on pouvait s'y attendre. Les jurys acquittaient les militants radicaux. Angela Davis, une communiste notoire, fut acquittée par un jury exclusivement composé de blancs. Les Black Panthers, que le gouvernement avait essayé de calomnier et de détruire par tous les moyens, furent également acquittés par les jurys dans divers procès. Un juge du Massachusetts rejeta une plainte déposée contre Sam Lovejoy, un jeune militant qui avait détruit une tour élevée par une entreprise publique en vue d'installer une centrale nucléaire. À Washington D.C., en août 1973, un autre juge refusa de condamner 6 hommes qui avaient profité d'une visite organisée de la Maison-Blanche pour manifester contre les bombardements sur le Cambodge. Il est certain que ce sentiment général d'hostilité vis-à-vis du gouvernement trouvait son origine dans la guerre du Vietnam et ses 55 000 morts américains, dans la honte et la révélation des mensonges et des atrocités commis par le gouvernement. Pour couronner le tout, l'administration Nixon fut touchée par le scandale du Watergate, qui entraîna en août 1974 la démission historique, parce que unique, d'un président américain, Richard Nixon. En pleine campagne présidentielle en 1972, 5 cambrioleurs furent surpris avec leurs appareils photo et leurs appareils enregistreurs, en train de pénétrer par effraction dans les locaux du Comité national du Parti démocrate, situé au Watergate, à Washington. L'un de ces 5 personnages, James McCord Jr., travaillait dans l'équipe de campagne de Richard Nixon, comme responsable de la sécurité du comité de réélection du président, dirigé par le secrétaire à la justice John Mitchell. Un autre détenait un carnet sur lequel on trouva le nom de E. Howard Hunt, domicilié à la Maison-Blanche. Hunt était l'assistant de Charles Colson, conseiller spécial du président Nixon.
Les deux hommes avaient travaillé de nombreuses années pour la CIA. Hunt avait même été l'agent de la CIA dans le projet d'invasion de Cuba, la baie des Cochons, en 1961, opération à laquelle avaient également participé 3 autres des cambrioleurs du Watergate. Ainsi, grâce à l'arrestation inopinée de ces hommes par une police qui ignorait tout de leurs éminentes relations, l'information fut rendue publique avant qu'on puisse rien faire pour l'empêcher. Les cambrioleurs furent rapidement identifiés comme des relations proches d'importants responsables du comité de campagne de Nixon, de la CIA et du secrétaire à la justice de Nixon. Mitchell nia toute relation avec le cambrioleur et Nixon, au cours d'une conférence de presse tenue quelques jours plus tard, déclara que la Maison-Blanche n'était pas impliquée en aucune manière dans les récents événements. L'année suivante, lorsqu'un jury mit en accusation les 5 hommes du Watergate, Howard Hunt et J. Gordon Liddy, responsables subalternes de l'administration Nixon, craignant des poursuites judiciaires, décidèrent d'en parler. Ils donnèrent à la presse et au comité d'enquête, mis en place par le Sénat, certaines informations qui impliquaient non seulement John Mitchell, mais également Robert Haldeman et John Ehrlichman, les plus proches conseillers du président Nixon. Enfin, ils mettaient également en cause le président lui-même, au-delà du seul cas Watergate, dans toute une série d'actions illégales menées contre des opposants politiques ou des militants pacifistes. Nixon et ses conseillers mentirent autant qu'ils le purent et tentèrent de dissimuler leur implication dans toutes ces affaires. Voici les faits tels que différents témoignages les révélaient. 1. Le secrétaire à la justice, John Mitchell, gérait un fonds secret dont le budget était de l'ordre de 350 000 à 700 000 $. Ce budget était destiné à combattre le Parti démocrate en fabriquant de faux courriers, en faisant filtrer de fausses informations dans les médias et en volant des dossiers de campagne. 2. La Gulf Oil Corporation, ITT, International Telephone and Telegraph, l'American Airlines et quelques autres grandes entreprises avaient illégalement subventionné la campagne de réélection de Nixon en versant des millions de $. 3. En septembre 1971, peu après que le New York Times eut fait paraître les copies des Pentagon Papers de Daniel Ellsberg, l'administration Nixon avait organisé et mis en œuvre le cambriolage du cabinet du psychiatre de Daniel Ellsberg afin de dérober le dossier de ce dernier. Howard Hunt et Gordon Liddy s'étaient chargés eux-mêmes de l'opération. 4. Quand les cambrioleurs du Watergate eurent été pris la main dans le sac, Nixon s'engagea personnellement à les faire bénéficier de la clémence de l'exécutif en cas d'emprisonnement et leur proposa jusqu'à $1 million en échange de leur silence. Ils touchèrent en effet 450 000 $ sur ordre d'Ehrlichman. 5. L. Patrick Gray, le nouveau directeur du FBI que Nixon venait juste de nommer à la suite du décès de J. Edgar Hoover, avoua avoir transmis les dossiers du FBI concernant le Watergate au conseiller juridique de Nixon, John Dean. En outre, le nouveau secrétaire à la justice, Richard Kleindienst, Mitchell venait de démissionner sous prétexte quelconque, lui avait ordonné de ne pas évoquer l'affaire du Watergate avec le comité judiciaire sénatorial. 6. John Mitchell et Maurice Stantz, 2 anciens membres du cabinet de Nixon, furent accusés d'avoir accepté 250 000 $ du financier Robert Vesco pour intervenir auprès d'une commission qui enquêtait sur ses activités financières. 7. On découvrit également que certains documents qui avaient disparu du FBI, une série d'enregistrements illégaux ordonnés par Henry Kissinger, des conversations téléphoniques de 4 journalistes et de 13 responsables gouvernementaux, se trouvait à la Maison-Blanche, dans le coffre-fort de John Ehrlichman. 8. L'un des cambrioleurs du Watergate, Bernard Barker, avoua qu'il avait également participé à un projet d'agression physique sur la personne de Daniel Ellsberg lors d'un rassemblement pacifiste au cours duquel ce dernier avait pris la parole. 9. Un directeur adjoint de la CIA déclara qu'Ehrlichman et Haldeman lui avaient assuré que Nixon en personne ne souhaitait pas voir le FBI et la CIA pousser trop loin leurs enquêtes sur le Watergate. 10. Un témoin révéla par mégarde devant le comité sénatorial que le président Nixon possédait des enregistrements de toutes les conversations personnelles et téléphoniques de la Maison-Blanche. Nixon refusa dans un premier temps de livrer ces enregistrements. Lorsqu'il le fit ultérieurement, on s'aperçut que 18 minutes en avaient été effacées. 11. Au beau milieu de toute cette affaire, le vice-président Spiro Agnew fut accusé d'avoir touché des pots de vin de la part de fournisseurs de l'État du Maryland en échange de son soutien politique. Il démissionna en octobre 1973 et Nixon désigna Gerald Ford au poste de vice-président. 12. Plus de 10 millions de $ de fonds publics avaient été utilisés pour assurer la sécurité, entre guillemets, des propriétés privées de Nixon à San Clemente
et Key Biscayne. 13. Nixon s'était illégalement accordé 576 000 $ de déduction fiscale sur les organes de presse qu'il possédait. 14. Enfin, on apprit que pendant plus d'un an, en 1969-1970, les États-Unis avaient bombardé secrètement mais massivement le Cambodge, sans que ni le Congrès ni l'opinion publique n'en aient été officiellement informés. La dégringolade fut brutale. Aux élections de novembre 1972, Nixon et Agnew avaient remporté près de 60% des votes exprimés et gagné tous les États sauf le Massachusetts, battant ainsi le candidat opposé à la guerre du Vietnam, le sénateur George McGovern. En juin 1973, un sondage indiquait que 67% des personnes interrogées pensaient que Nixon était impliqué dans le cambriolage du Watergate ou qu'il avait menti afin de le couvrir. À l'automne 1973, 8 résolutions différentes avaient été proposées à la Chambre des représentants en faveur de l'impeachment du président. Les conseillers de Nixon l'informèrent que l'impeachment serait inévitablement voté à la majorité requise par la Chambre et que les 2/3 du Sénat, requis par la Constitution pour déclencher cette procédure, étaient également assurés. Le 8 août 1974, Nixon démissionnait. 6 mois avant cette démission, le magazine économique Dance Review publiait un sondage effectué auprès de 300 dirigeants d'entreprises, dont la quasi-totalité avait voté Nixon en 1972. Désormais, ils demandaient dans leur grande majorité la démission du président. Aujourd'hui, Wall Street se féliciterait à 90% de la démission de Nixon, déclarait un vice-président de Merrill Lynch Government Securities. Lorsque Nixon s'exécuta, le milieu des affaires poussa un grand soupir de soulagement. Gerald Ford déclara: en prenant ses fonctions, notre long cauchemar national prend fin. Les journaux, qu'ils aient ou non soutenu Nixon, conservateurs ou libéraux, se félicitèrent également de la fin pacifique et heureuse de cette crise du Watergate. Le système fonctionne, déclarait un opposant de longue date à la guerre du Vietnam, le journaliste du New York Times, Anthony Lewis. Les 2 journalistes qui avaient été à l'origine de l'enquête et des révélations sur Nixon, Bob Woodward et Carl Bernstein, du Washington Post, écrivirent qu'avec le départ de Nixon, on pouvait espérer une sorte de restauration. Tout cela baignait dans une atmosphère de soulagement et de gratitude. Aucun journal important n'évoqua ce qu'écrivait pourtant Claude Julien dans Le Monde diplomatique en septembre 1974, soit l'élimination de Richard Nixon laisse intacts tous les mécanismes et toutes les fausses valeurs qui ont permis le scandale du Watergate. Claude Julien soulignait que le secrétaire d'État de Nixon resterait en place, en d'autres termes que la politique étrangère de Nixon allait continuer. C'est-à-dire, écrivait-il, que Washington continuera à soutenir le général Pinochet au Chili, le général Giesel au Brésil, le général Stroessner au Paraguay, etc. Quelques mois après l'article de Claude Julien, on apprit que les responsables des partis démocrates et républicains à la Chambre des représentants avaient secrètement garanti à Nixon qu'il n'engagerait pas de poursuite judiciaire à son encontre s'il acceptait de démissionner. L'un de ces personnages, le représentant républicain au comité judiciaire sénatorial, déclara: « Nous avons tous pris conscience avec inquiétude de ce que 2 semaines de débats télévisés autour de l'impeachment pourraient entraîner. Cela pourrait gravement diviser le pays et affecter notre politique étrangère. » Le New York Times, qui avait auparavant révélé le souhait de Wall Street de voir Nixon démissionner, citait néanmoins un financier qui jugeait qu'avec la démission de Nixon, nous aurions la même pièce avec des acteurs différents. Lorsque Gerald Ford, républicain conservateur qui avait soutenu toutes les politiques de Nixon, fut élu, le sénateur libéral de Californie, Alan Cranston, fit devant le Sénat un discours favorable au nouveau président. Il affirmait qu'après avoir personnellement sondé pas mal de gens, tant républicains que démocrates, il avait découvert qu'un consensus quasi unanime s'était formé autour de Ford. Quand Nixon démissionna et que Ford prit ses fonctions, le New York Times se félicita que, du désespoir né du Watergate, soit sortie une nouvelle et heureuse démonstration de la singularité et de la vitalité de la démocratie américaine. Quelques jours plus tard, le même journal déclarait que le passage pacifique de pouvoir provoquait un profond soulagement dans la population américaine. L'exposé des charges rédigé par le comité de la Chambre pour la procédure d'impeachment contre Nixon laissait clairement entendre que ce comité ne souhaitait pas insister sur certains aspects du comportement de Nixon, et précisément sur ceux qu'il partageait avec tous ses prédécesseurs et que l'on retrouva chez tous ses successeurs. Ce document gardait le plus complet silence sur les relations de Nixon avec les milieux d'affaires et n'évoquait pas les bombardements au Cambodge.
Il se focalisait sur la personne spécifique de Nixon et non sur sa politique, fondamentalement identique à celle de tous les autres présidents américains. On se passait le mot, on se débarrasse de Nixon mais on ne touche pas au système. Theodore Sorensen, ancien conseiller de Kennedy, écrivait, en plein Watergate, « Les raisons sous-jacentes du mauvais fonctionnement général de notre système d'application des lois sont, dans ce cas précis, moins d'ordre institutionnel que personnel. Certains changements structurels sont nécessaires. Tous les fruits pourris doivent être jetés, mais il faut sauver l'arbre. » Et c'est ce que l'on fit. La politique étrangère resta inchangée. Les relations du gouvernement avec les milieux d'affaires se poursuivirent. Les plus proches amis de Ford, à Washington, appartenaient au lobby de ces mêmes milieux. Alexander Haig, qui avait été l'un des plus proches conseillers de Nixon et qui l'avait aidé dans l'affaire des enregistrements illégaux, fut nommé par Ford à la tête de l'OTAN. Du reste, l'un des premiers actes de Ford fut de pardonner Nixon, le sauvant ainsi de probables poursuites judiciaires, et lui permettant de se retirer en Californie, bienheureux bénéficiaire d'une très confortable retraite. Le système s'était lui-même débarrassé des membres du club qui avaient enfreint ses règles, en s'efforçant toutefois de ne pas les traiter trop durement. Les rares à être condamnés à la prison le furent pour une courte durée, dans des prisons fédérales accueillantes où ils bénéficièrent de privilèges refusés aux prisonniers ordinaires. Richard Kleindienst plaida coupable. Il fut condamné à payer une amende de $100 et à 1 mois de prison qu'il ne fit d'ailleurs jamais. Le départ de Nixon ne changea rien à la généreuse latitude laissée au président en matière de sécurité nationale. Latitude confirmée par une décision de la Cour suprême en juillet 1974. La Cour décrétait que Nixon devait livrer les enregistrements illégaux faits à la Maison-Blanche au procureur exclusivement chargé de l'enquête sur le Watergate. Elle confirmait ensuite la confidentialité des communications présidentielles, qu'elle ne pouvait pas soutenir dans le cas de Nixon, mais qui restait un principe absolu lorsqu'un président invoquait la nécessité de protéger des secrets dans les domaines militaires, diplomatiques ou de sécurité nationale. Les retransmissions télévisées des auditions du comité sénatorial sur le Watergate cessèrent brusquement, quand on en vint à traiter des relations du président avec les milieux d'affaires. Illustration typique de la couverture médiatique sélective des événements par l'industrie médiatique télévisuelle. Des imbroglios compliqués, comme le Watergate, faisaient l'objet d'une impressionnante couverture de la part des médias, alors que des agissements plus fondamentaux tels le massacre de My Lai, les bombardements tenus en secret sur le Cambodge, le comportement de la CIA ou du FBI, qui n'étaient que rarement et très rapidement traités. Les coups tordus contre le Parti socialiste des travailleurs, contre les Black Panthers et d'autres groupes radicaux n'étaient évoqués que dans un très petit nombre de journaux. Il n'y eut jamais de grandes émissions traitant de la crise provoquée par la guerre du Vietnam, mais toute la nation put se repaître du moindre détail du cambriolage des locaux du Parti démocrate. Au cours des procès de John Mitchell et de Maurice Stans, accusés d'avoir fait obstruction à la justice en empêchant une enquête de la Securities and Exchange Commission, la SEC, sur l'homme d'affaires Robert Vesco, généreux donateur de Nixon. George Bradford Cook, ancien conseiller général de la SEC, déclara avoir avoué à Maurice Stans le 13 novembre 1972 qu'il briguait le poste de directeur de la SEC. En échange de quoi, il s'engageait à faire disparaître du rapport de la SEC sur Vesco un paragraphe concernant la contribution de ce dernier à la campagne de Nixon à hauteur de $250 000. L'influence des milieux d'affaires sur la Maison-Blanche est l'une des constantes du système américain. Si elle reste la plupart du temps dans un cadre légal, elle en sort parfois, comme ce fut le cas sous Nixon. Lors de l'enquête sur le Watergate, le dirigeant d'une entreprise alimentaire affirma qu'il avait été approché par un responsable de la campagne de Nixon qui lui avait dit que, si une contribution financière de $25 000 serait certes appréciée à sa juste valeur, pour $50 000, il pourrait parler personnellement au président. La plupart de ces entreprises versaient de l'argent aux deux partis, de manière à avoir toujours des amis dans l'administration. Chrysler demanda à ses dirigeants de soutenir le parti et le candidat de leur choix. Puis, après avoir collecté leur chèque, la direction de l'entreprise redistribua l'argent, soit aux démocrates, soit aux républicains. ITT, le gérant des télécommunications, versait régulièrement de l'argent aux deux partis. En 1960, la compagnie avait illégalement versé des fonds à Bobby Baker, qui travaillait pour les sénateurs démocrates parmi lesquels se trouvait Lyndon Johnson. D'après l'un des assistants de Baker, un ancien vice-président de ITT avait déclaré au cours d'une réunion du bureau exécutif de l'entreprise « Arrangez-vous pour graisser la patte des deux camps pour que nous soyons en bonne position quel que soit le gagnant. » En 1970,
John McCone, un responsable de ITT et ancien directeur de la CIA, disait à Henry Kissinger, secrétaire d'État, et à Richard Helms, directeur de la CIA, que ITT souhaitait verser $1 million au gouvernement pour l'aider à renverser le gouvernement de Salvador Allende au Chili. En 1971, ITT souhaitait s'emparer de la Hartford Fire Insurance Company, d'une valeur d'1,5 milliard, ce qui constituait alors la plus importante fusion de l'histoire américaine. Le département antitrust du secrétariat à la justice engagea des poursuites contre ITT pour violation de la loi antitrust. Pour finir, ITT ne fut pas poursuivi et reçut même l'autorisation de fusionner avec Hartford. Tout s'arrangea en dehors des tribunaux et fut conclu par un accord secret au terme duquel ITT s'engageait à verser $400 000 au Parti républicain. Il semble bien que Richard Kleindienst, sous-secrétaire à la justice, ait rencontré une demi-douzaine de fois un dirigeant de ITT, Félix Rohatyn, et qu'il ait touché quelques mots au directeur du département antitrust, Richard McLaren, dans le but de le persuader que l'interdiction de cette fusion avec Hartford causerait de graves dommages aux actionnaires de ITT. McLaren accepta le marché et fut nommé plus tard au poste de juge fédéral. Autre sujet dont on ne parle pas dans l'exposé des charges contre Nixon, ni d'ailleurs pendant les auditions sénatoriales retransmises à la télévision, la coopération du gouvernement avec l'industrie laitière. Début 1971, le secrétaire à l'agriculture annonça que le gouvernement n'augmenterait pas ses subventions, qui profitaient généralement aux plus gros producteurs laitiers. L'association des producteurs laitiers se mit alors à subventionner la campagne électorale de Nixon. Ses dirigeants rencontrèrent le président et le secrétaire à l'agriculture et décidèrent de verser plus d'argent encore à Nixon. Quelque temps après, le secrétaire à l'agriculture annonça qu'une nouvelle analyse de la situation imposait une augmentation sérieuse des subventions gouvernementales aux produits laitiers. Les contributions de ce secteur à la campagne approchèrent les $400 000. Quant à l'augmentation du prix du lait, elle entraîna aux dépens des consommateurs un profit de $500 millions environ pour les producteurs laitiers, pour la plupart de grandes entreprises. Quel que soit le président, Nixon, Ford ou n'importe quel démocrate ou républicain, le système fonctionnait sensiblement de la même manière. Un sous-comité sénatorial, enquêtant sur le comportement des multinationales, découvrit un document, dont on parla peu dans la presse, dans lequel les professionnels de l'industrie pétrolière préconisaient de limiter la production afin de maintenir le prix de l'essence assez haut. En 1973, l'Aramco, Arabian American Oil Corporation, dont les stocks appartenaient en partie aux Américains pour 75% et en partie à l'Arabie Saoudite pour 25%, gagnait environ $1 par baril. En 1974, ce gain était passé à $4,5. Rien de cela ne dépendait de la personnalité installée à la présidence. Même dans la plus appliquée des enquêtes sur le Watergate, celle menée par Archibald Cox, un procureur spécial qui sera plus tard chassé de son poste par Nixon, les entreprises n'étaient guère inquiétées. American Airlines, qui reconnaissait avoir versé illégalement des fonds pour la campagne de Nixon, ne fut condamné qu'à $5 000 d'amende. Goodyear à $5 000 également. L'entreprise 3M à $3 000. Un dirigeant de Goodyear et un dirigeant de 3M furent condamnés respectivement à $1 000 et $500 d'amende. Le New York Times, du 20 octobre 1973, écrivit à cette occasion « Monsieur Cox n'a retenu contre eux qu'un délit, celui d'avoir versé des contributions illégales. Juridiquement, la notion de délit suppose une contribution involontaire, une comptabilité criminelle qui montrerait une contribution volontairement illégale, entraîne généralement une amende de $10 000 et ou 2 ans de prison. Le délit ramène la somme à $1 000 et ou 1 an de prison. Interrogé devant le tribunal sur la question de savoir comment 2 responsables qui ont par ailleurs admis avoir versé cet argent pouvaient être reconnus l'avoir fait involontairement. Monsieur McBride, membre de l'équipe de Cox, a répondu « Franchement, c'est un point de droit qui me surprend autant que vous. » Fin de citation. Une fois Gerald Ford installé à la présidence, la politique globale de l'Amérique resta inchangée. Les États-Unis persévérèrent dans le soutien au régime de Saigon tel que l'avait pratiqué Nixon, dans l'espoir semble-t-il que le gouvernement TU se maintiendrait. John Calkins, président d'un comité du Congrès, en visite au Sud-Vietnam au moment de la chute de Nixon, déclara que l'armée sud-vietnamienne montrait tous les signes d'une armée efficace et décidée. L'exploration pétrolière commencera bientôt.
Le tourisme peut être encouragé en assurant la sécurité des régions historiques et spectaculaires et par la construction d'un nouvel hôtel Hyatt. Le Sud-Vietnam a besoin d'investissements étrangers pour financer ses projets et bien d'autres encore. Il existe ici une importante réserve de main-d'œuvre qualifiée et pleine de talent, d'un coût bien moins élevé qu'à Hong Kong, à Singapour ou même en Corée ou à Taïwan. Je pense également qu'il y a pas mal de profits à faire ici. L'alliance de Dieu et de Mammon s'est révélée attractive pour les Américains et certains autres par le passé. Le Vietnam pourrait être la prochaine vitrine du capitalisme en Asie. Fermez les guillemets. Au printemps 1975, tout ce qu'avaient affirmé les critiques radicales de la politique américaine au Vietnam fut confirmé. En particulier que l'absence de soutien populaire au gouvernement de Saigon éclaterait au grand jour dès le départ des troupes américaines. Une offensive des troupes nord-vietnamiennes, restées dans le sud au terme de la trêve de 1973, progressa ville après ville. Mais Ford restait optimiste. Il fut finalement le dernier d'une longue liste de dirigeants et de journalistes à promettre la victoire. Le secrétaire à la défense, McNamara, déclarait le 19 février 1963 « La victoire est proche ». Le général William Westmoreland, le 15 novembre 1967, disait « Je n'ai jamais été aussi optimiste au cours des 4 années que j'ai passées au Vietnam ». Le journaliste Joseph Alsop, le 1er novembre 1972, Hanoï reconnaît être au bord de la défaite. Le 16 avril 1975, Ford déclarait à son tour « Je suis absolument convaincu que, si le Congrès vote les 722 millions de dollars d'aide militaire à la date que j'ai indiquée, le Sud-Vietnam sera en mesure de stabiliser la situation militaire au Vietnam. » 2 semaines après, le 29 avril 1975, les troupes nord-vietnamiennes entraient dans Saigon et la guerre prenait fin. La plupart des pouvoirs en place, à l'exception de Ford et de quelques autres, va-t-en-guerre de son acabit, avaient depuis longtemps perdu tout espoir au sujet du Vietnam. Il leur importait avant tout d'estimer la capacité de l'opinion publique américaine à soutenir désormais d'autres interventions militaires à l'étranger. Il y avait eu en effet plusieurs autres raisons de s'inquiéter dans la période qui avait précédé la défaite au Vietnam. Début 1975, John C. Culver, sénateur de l'Iowa, déplorait que les Américains refusent de se battre pour la Corée. Le Vietnam a sérieusement nui à la vitalité nationale du peuple américain, disait-il. Peu avant, le secrétaire à la défense James Schlesinger avait déclaré devant le Georgetown Center for Strategic and International Studies, sur un ton plutôt mélancolique, selon certains, que le monde ne craignait désormais plus la puissance américaine. En mars 1975, un organisme catholique effectua un sondage sur l'attitude des Américains sur l'avortement. Ce sondage reflétait d'autres phénomènes fort intéressants. Plus de 83% des personnes interrogées répondaient par l'affirmative à la proposition. Les responsables qui dirigent ce pays, les personnalités gouvernementales, politiques, religieuses et civiles, ne disent pas la vérité. Début 1975, le correspondant international du New York Times en poste à Ankara, C.L. Sulzberger, partisan inconditionnel de la politique de guerre froide menée par le gouvernement, estimait tout aussi mélancolique que l'enthousiasme qui régnait à l'époque de la doctrine Truman avait disparu. Époque à laquelle, rappelons-le, les États-Unis apportaient leur aide militaire à la Grèce et à la Turquie. Et on ne peut pas dire que le piteux état dans lequel se trouve cette région soit équilibré par de brillants succès américains en Grèce, par exemple, où une foule imposante s'en est pris dernièrement à l'ambassade des États-Unis. Il doit y avoir quelque chose de sérieusement inadapté dans la manière dont nous nous présentons aux autres ces derniers temps, concluait-il. Selon Sulzberger, donc, le problème n'était pas tant le comportement effectif des États-Unis que la manière dont ce comportement était présenté au reste du monde. Quelques mois plus tard, en avril 1975, Henry Kissinger, le secrétaire d'État de l'époque, invité à prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes à l'université du Michigan, se vit contester cette invitation en raison de son rôle dans la guerre du Vietnam. Une contre-cérémonie ayant été organisée, Kissinger renonça à l'invitation. Rude époque pour l'administration américaine. Le Vietnam était perdu, comme s'il avait jamais appartenu aux États-Unis. Au cours de ce même mois d'avril, le Washington Post citait Kissinger. Les États-Unis se doivent d'entreprendre quelque chose quelque part dans le monde pour affirmer leur volonté de demeurer une puissance mondiale. Fin de citation. L'affaire Mayaguez éclata le mois suivant. Le Mayaguez était un cargo américain qui se rendait du Sud-Vietnam en Thaïlande au cours du mois de mai 1975.
3 semaines seulement après la victoire des forces révolutionnaires en Vietnam. Au large d'une île cambodgienne, pays dans lequel un régime révolutionnaire venait également de prendre le pouvoir, le navire fut interpellé par des Cambodgiens et convoyé vers cette île. L'équipage fut conduit sur le continent où l'accueil, selon les marins, fut plutôt courtois. Un homme parlant anglais nous serra la main et nous souhaita la bienvenue au Cambodge. La presse confirma que ni le capitaine Miller, ni aucun de ces hommes n'avaient subi de violence de la part de leurs gardiens. On a même parlé parfois de bon traitement. Les soldats cambodgiens laissaient les Américains manger avec eux, et ne mangeaient eux-mêmes que ce que ces derniers leur laissaient. D'autres soldats cambodgiens avaient proposé leurs matelas aux marins américains. Les Cambodgiens interrogèrent néanmoins les marins américains sur des questions d'espionnage et leur appartenance éventuelle à la CIA. Le président Ford adressa au gouvernement cambodgien un message exigeant la libération du navire et de son équipage. Après 36 heures sans réponse, le message avait été confié à la mission chinoise de Washington. Mais, selon un journaliste, il ne fut jamais délivré aux autorités cambodgiennes. Le président ordonna une opération militaire. Des appareils américains bombardèrent des bateaux cambodgiens, dont celui qui conduisait les marins américains sur le continent. Ces derniers avaient été capturés le lundi matin. Le jeudi suivant, les Cambodgiens les embarquaient sur un bateau de pêche pour les remettre à la marine américaine, qui croisait dans les environs. Le même après-midi, bien qu'ayant été informé que les marins avaient quitté l'île de Tang, Ford ordonna une opération militaire sur cette île. L'attaque commença vers 19h15, alors que, depuis déjà 1 heure, les marins américains étaient en route vers la flotte américaine. Leur libération avait été annoncée sur les ondes de Bangkok à 19h. En outre, le bateau qui transportait l'équipage avait été bien localisé par un appareil de reconnaissance américain, qui l'avait immédiatement signalé. Un fait qui n'avait été ni mentionné dans la presse officielle, ni reconnu par le gouvernement fut révélé en 1976, lorsque le General Accounting Office fit un rapport sur l'affaire Mayaguez. Les États-Unis avaient reçu le message d'un diplomate chinois assurant que la Chine usait de toute son influence sur le Cambodge dans cette affaire, et s'attendait à ce que tout soit réglé rapidement. Ce message avait été reçu 14 heures avant le début de l'attaque américaine. Aucun marin américain n'avait été blessé par les Cambodgiens. Les soldats qui envahirent l'île de Tang rencontrèrent cependant une résistance farouche et inattendue. Un tiers des 200 soldats participant à l'opération furent rapidement tués ou blessés. 5 des 11 hélicoptères de la force d'invasion furent abattus ou endommagés. En outre, 23 Américains trouvèrent la mort dans un accident d'hélicoptère au-dessus de la Thaïlande alors qu'ils allaient se joindre à l'opération. Le gouvernement tenta de cacher ce fait. Au total, ce sont 41 Américains qui trouvèrent la mort au cours de ces opérations décidées par Ford. Il y avait 35 marins sur le Mayaguez. Pourquoi tant d'empressement à le bombarder, à le pilonner? Quelles étaient les raisons de cette opération, alors même que le bateau et son équipage avaient été restitués? Pourquoi Gerald Ford ordonna-t-il malgré tout que l'aviation américaine bombarde le territoire cambodgien, entraînant des pertes non chiffrées dans la population? Comment pouvait-on justifier une telle combinaison d'aveuglement moral et de fureur guerrière? La réponse ne se fit pas longtemps attendre. Il était indispensable de montrer au reste du monde que le géant américain, vaincu par le nain vietnamien, restait néanmoins puissant et déterminé. Le New York Times du 16 mai 1975 écrivait « Les responsables de l'administration, dont le secrétaire d'État Henry Kissinger et le secrétaire à la défense James Schlesinger, semblaient impatients de trouver un moyen spectaculaire d'illustrer l'intention du président Ford de maintenir notre leadership à l'échelle mondiale. Cette occasion s'est présentée avec l'arraisonnement du navire. Les responsables de l'administration n'ont pas caché qu'ils se réjouissaient de cette occasion. » Une autre dépêche, dirigée au beau milieu de l'affaire Mayaguez, annonçait « Des personnalités haut placées et familles des domaines stratégiques et militaires confient officieusement que la capture du navire pourrait être ce test de la détermination américaine à se maintenir dans le sud-est asiatique que les États-Unis recherchent depuis l'effondrement des gouvernements alliés du Vietnam et du Cambodge. » Le journaliste James Reston écrivait pour sa part « L'administration semble se réjouir de cette occasion de démontrer que le président sait agir rapidement. Les responsables politiques qui étaient depuis un certain temps la cible de commentaires ironiques au sujet d'une Amérique transformée en tigre de papier espèrent bien que l'armée a suffisamment répondu à ces railleries. On ne s'étonnera pas que Schlesinger, le secrétaire à la défense, ait parlé d'opérations parfaitement réussies, menées pour le bien-être de la société. Mais on peut se demander pourquoi le prestigieux journaliste du New York Times, James Reston,
critique acerbe de Nixon et du Watergate, jugea l'opération mayaguez spectaculaire et réussie. En outre, pour quelle raison le New York Times, qui avait critiqué la guerre du Vietnam, évoqua-t-il la remarquable efficacité de l'opération? En fait, il semble bien que les forces en place, républicains, démocrates, presse et télévision, aient voulu resserrer les rangs derrière Ford et Kissinger, et surtout conforter l'idée que l'autorité américaine restait puissante et stable dans le monde entier. Le Congrès de l'époque se comporta exactement comme il l'avait fait pendant les premières années de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire en troupeau bêlant. En 1973, comme par lassitude et par dégoût de la guerre du Vietnam, le Congrès avait voté un War Power Act qui exigeait que le président le consulte avant d'entreprendre une action militaire. Dans l'affaire mayaguez, Ford ignora ostensiblement cette loi et se contenta de demander à ses conseillers de passer quelques coups de fil à une poignée de membres du Congrès afin de les informer qu'une opération militaire était en cours. Comme l'écrivit E.F. Stone, ce journaliste franc-tireur qui publiait le E.F. Stone's Weekly, un hebdomadaire non conformiste, le Congrès s'était laissé violer aussi facilement que lors de l'affaire du golfe du Tonkin. Parmi les rares exceptions, on trouve le représentant du Massachusetts, Robert Drinan, le sénateur McGovern, adversaire de Nixon aux précédentes élections présidentielles et éternel opposant à la guerre, ainsi que Gaylord Nelson, sénateur du Wisconsin. Le sénateur Brooke posa bien quelques questions, mais le sénateur Edward Kennedy resta muet, à l'instar d'autres membres du Sénat qui, pendant la guerre du Vietnam, avaient pourtant poussé le Congrès à refuser une intensification du conflit. À cette occasion, ils prétendirent que leur mandat ne s'appliquait pas à l'opération mayaguez. Pour sa part, Henry Kissinger déclara qu'on nous obligeait à agir ainsi. Lorsqu'on demanda à ce même Kissinger pourquoi les États-Unis risquaient la vie des marins du mayaguez, en tirant sur des navires sans savoir exactement où ils se trouvaient, il répondit qu'il s'agissait d'un risque nécessaire. Kissinger déclara en outre que cet incident devait faire comprendre clairement qu'il y a des limites, au-delà desquelles on ne doit pas pousser les États-Unis. Les États-Unis sont prêts à défendre leurs intérêts, et le Congrès et l'opinion publique apporteront leur soutien à ces opérations. Fermez les guillemets. Et de fait, même les membres du Congrès, démocrates ou républicains, qui avaient critiqué la guerre du Vietnam, semblaient désormais désireux de démontrer qu'il existait un consensus. Une semaine avant l'affaire mayaguez, et 2 semaines après la chute de Saigon, 56 élus avaient signé une déclaration affirmant qu'aucune nation ne devait interpréter les événements d'Indochine comme un échec de la volonté américaine. L'un d'entre eux, Andrew Young, était un élu noir de Géorgie. En 1975, le système se lança donc dans une entreprise complexe de consolidation qui comprenait des opérations militaires, comme l'opération mayaguez, afin d'affirmer son autorité dans le monde et à l'intérieur des frontières. Il était également nécessaire de satisfaire une opinion publique désenchantée et de lui faire croire que le système pratiquait l'autocritique et se corrigeait de lui-même. Pour ce faire, il suffisait, comme bien souvent, de mener des enquêtes tapageuses qui condamnaient quelques boucs émissaires tout en laissant le système inchangé. Le Watergate avait nui à l'image de la CIA, comme à celle du FBI. Ils avaient enfreint les lois qu'ils s'étaient engagés à défendre et coopérer avec Nixon dans ses opérations de cambriolage et d'enregistrements illégaux. En 1975, des comités du Congrès enquêtèrent donc sur le FBI et la CIA. L'enquête sur la CIA révéla que l'agence était allée au-delà de sa mission originelle de renseignement et menait des opérations secrètes de toutes sortes. On apprit par exemple qu'elle avait, dans les années 1950, administré à des citoyens américains à leur insu du LSD pour en tester les effets. Un scientifique américain en prit, sans le savoir, une telle dose qu'il tomba de la fenêtre d'un hôtel de New York et s'écrasa sur le sol. La CIA avait également été impliquée dans des projets d'assassinat contre Castro à Cuba et contre d'autres chefs d'État. Elle avait également introduit en 1971 le virus de la fièvre porcine à Cuba, provoquant l'abattage de 500 000 porcs. On apprit également que la CIA, en coopération avec un comité secret de 40 personnalités dirigées par Kissinger, avait fait en sorte de déstabiliser le gouvernement chilien de Salvador Allende, dirigeant marxiste élu au terme d'une des rares élections démocratiques d'Amérique latine. ITT, qui possédait d'importants intérêts à Cuba, joua également un rôle dans cette opération, quand David Popper, ambassadeur des États-Unis auprès de la junte militaire chilienne, qui avec l'aide des Américains avait renversé Allende, déclara en 1974 que cette dernière violait les droits de l'homme. Il fut rappelé à l'ordre par Kissinger,
ouvrez les guillemets, dit à Popper d'arrêter de lire des sciences politiques, fermez les guillemets. L'enquête sur le FBI révéla pour sa part de nombreuses années d'opérations illégales destinées à miner et à détruire les mouvements radicaux et les groupes de gauche de toutes sortes. Le FBI avait fabriqué de fausses correspondances, commis de nombreux cambriolages. Le bureau en avoit 92 entre 1960 et 1966. Ils ont également ouvert illégalement du courrier et, semble-t-il, participé à un projet d'assassinat du leader des Black Panthers, Fred Hampton. Des informations d'importance furent donc révélées au cours de cette enquête, dont les résultats furent contrôlés et accompagnés d'un traitement médiatique, une couverture de presse et télévisuelle plus modeste et d'épais rapports réservés à un public restreint, destinés à donner l'impression d'une société honnête cherchant à s'amender. Les enquêtes elles-mêmes révélèrent le peu d'empressement du gouvernement à se lancer dans une telle démarche. Le comité Church, mis en place par le Sénat, mena ses enquêtes en collaboration avec les organisations sur lesquelles il enquêtait, et alla jusqu'à soumettre ses conclusions sur la CIA à la CIA elle-même, pour vérifier s'il ne s'y trouvait pas des documents que la CIA ne voulait pas rendre publics. Il est donc impossible de savoir ce que le rapport contenait véritablement à l'origine. Si le comité Pike, mis en place par la Chambre des représentants, ne passa pas le même genre d'accord avec la CIA ou le FBI, le rapport final fut classé confidentiel par la Chambre. Quand il fut tout de même partiellement rendu public, dans le Village Voice de New York par Daniel Score, journaliste à CBS, aucun des grands journaux nationaux ne relaya les informations. Score fut ensuite suspendu par CBS. Exemple supplémentaire de la connivence entre certains médias et le gouvernement lorsqu'il s'agit de sécurité nationale, entre guillemets. Le comité Church révéla un mode de pensée intéressant lorsqu'il se pencha sur les tentatives d'assassinat contre Castro et d'autres dirigeants étrangers. Le comité semblait en effet considérer que le meurtre d'un chef d'État constitue une violation impardonnable d'une sorte de gentleman's agreement entre dirigeants. En d'autres termes, que ce genre de meurtre est bien plus condamnable que les interventions militaires qui tuent les citoyens ordinaires. Le comité expliquait, dans l'introduction à la section concernant les tentatives d'assassinat, une fois que les méthodes de coercition et de violence ont été admises, la possibilité de perte en vie humaine est toujours présente. Il y a cependant une nette différence entre l'assassinat intentionnel, ciblé, commis de sang-froid d'un dirigeant étranger, et les autres formes d'intervention dans les affaires intérieures des nations étrangères. Fermez les guillemets. Le comité Church révélait également les méthodes employées par la CIA pour influencer discrètement l'opinion publique. La CIA utilise actuellement plusieurs centaines d'universités américaines, personnel administratif, professeurs, doctorants chargés d'enseignement qui, comptant de donner des avis et organiser des rencontres pour les services de renseignement, écrivent des livres ou autres brochures à l'usage de la propagande américaine dans des pays étrangers. Ces universitaires sont dispersés dans plus de 100 collèges, universités et autres institutions américaines. Dans la majorité de ces établissements, seul l'individu concerné connaît son lien avec la CIA. Dans les autres cas, un responsable au moins de l'université est au courant de l'emploi d'un universitaire sur son campus. La CIA considère ces opérations dans la communauté universitaire américaine comme l'un de ses secteurs d'activité les plus sensibles et exerce un strict contrôle sur ses agents dans ce domaine. Fermez les guillemets. En 1961, le responsable du Covert Action Staff de la CIA écrivait que les livres étaient l'arme la plus importante de la propagande stratégique. Le comité Church découvrit que, fin 1967, plus d'1 millier de livres étaient fabriqués, subventionnés ou sponsorisés par la CIA. Lorsque Kissinger témoigna devant le comité Church sur la campagne secrète de bombardement du Laos organisée par la CIA, il déclara « Avec le recul, je ne pense pas que la conduite de la guerre au Laos ait été une bonne décision pour le pays. Je pense que nous aurions dû trouver une autre manière de mener cette guerre. » Personne au comité, semble-t-il, n'ait mis le moindre doute devant cette déclaration que ce qui avait été fait aurait simplement dû l'être par d'autres moyens. Ce fut ainsi qu'en 1974-1975, le système entreprit de purger le pays de ses traîtres entre guillemets et de lui rendre un état sinon sain, du moins présentable. La démission de Nixon, la nomination de Ford, les révélations sur les mauvais comportements de la CIA et du FBI, tout tendait à restaurer la confiance sérieusement ébranlée du peuple américain. Pourtant, malgré toute cette agitation, l'opinion publique montrait encore de nombreux signes de suspicion voire d'hostilité envers les responsables politiques, militaires et économiques. 2 mois après la fin de la guerre de Vietnam, seuls 20% des Américains interrogés pensaient que la chute du gouvernement de Saigon était une menace pour la sécurité des États-Unis.
Le 14 juin 1975, Gerald Ford prenait la parole à l'occasion du Flag Day à Fort Benning, en Géorgie, où l'armée organisait un défilé commémorant son engagement dans 13 conflits successifs. Ford déclara qu'il était heureux de voir tant de drapeaux, mais un reporter qui couvrait l'événement écrivit « En fait, il y avait bien peu de drapeaux américains près de l'estrade où se tenait le président, et l'un d'entre eux, brandi par des manifestants, était barré d'une inscription proclamant « Plus de génocide en notre nom ». Il fut déchiré par des spectateurs sous les applaudissements de leurs voisins. En juillet de la même année, un sondage évaluant la confiance du public à l'égard du gouvernement entre 1966 et 1975 révélait que la confiance en l'armée était passée de 62 à 29%, la confiance dans le monde des affaires de 55 à 18% et la confiance envers le président et le Congrès de 42 à 13%. Peu après, un autre sondage révélait que 65% des Américains s'opposaient à l'idée d'une aide militaire américaine à l'étranger parce qu'ils pensaient qu'elle permettait aux dictateurs d'opprimer leur population. Ce mécontentement général peut probablement être mis à l'actif de la dégradation de la situation économique de la majorité des Américains. L'inflation et le chômage avaient augmenté régulièrement depuis 1973, année au cours de laquelle un sondage révéla que le nombre d'Américains désabusés ou indifférents devant l'état général du pays était passé de 29% en 1966 à plus de 50%. Après que Ford eut succédé à Nixon, le pourcentage des indifférents entre guillemets s'élevait à 55%. Le sondage révélait que les gens s'inquiétaient surtout de l'inflation. À l'automne de 1975, un autre sondage publié par le New York Times et portant sur 1599 personnes ainsi que sur une série d'entretiens avec 60 familles de 12 villes différentes révélait un déclin substantiel de la confiance en l'avenir. Le Times concluait « L'inflation, l'apparente incapacité du pays à résoudre ses problèmes économiques et le pressentiment que la crise de l'énergie entraînera un véritable recul dans le mode de vie de la nation minent la confiance, les espoirs et les attentes des Américains. Le pessimisme face à l'avenir est particulièrement sensible chez ceux dont le revenu annuel ne dépasse pas 7 000 $. Mais il est également élevé dans les familles dont les revenus annuels s'étalent de 10 000 à 15 000 $. On s'inquiète aussi de ce que l'ardeur au travail et l'économie consciencieuse ne suffisent plus à garantir l'acquisition d'une maison agréable dans un environnement calme. Fermez les guillemets. Selon ce sondage, même les plus hauts revenus n'étaient plus aussi optimistes qu'ils avaient pu l'être ces dernières années, ce qui signale un glissement du mécontentement des bas et moyens revenus vers des classes économiques plus favorisées. À la même époque, des analystes de l'opinion publique s'adressant à un comité du Congrès affirmaient, selon le New York Times, que la confiance du public à l'égard du gouvernement et de l'avenir économique du pays était, sans doute, à son plus bas niveau depuis qu'il est possible de calculer scientifiquement ce genre de choses. Fermez les guillemets. Les statistiques gouvernementales donnent la clé de ce phénomène. Le Bureau du recensement fait état d'une augmentation de 10% du nombre d'Américains vivant en dessous du seuil légal de pauvreté, c'est-à-dire 25,9 millions de personnes avec moins de 5 500 $ de revenus annuels. Le taux de chômage, qui était de 5,6% en 1974, était passé à 8,3% en 1975. Et le nombre de gens en fin de droit de 2 millions en 1974 à 4,3 millions en 1975. Rappelons que les chiffres officiels sous-estiment généralement le chômage et surtout la pauvreté en fixant trop bas son seuil légal, entre guillemets. Par exemple, en 1975, si 16,6% de la population avait connu 6 mois de chômage en moyenne et 33,2% en 3 mois de chômage, le chiffre moyen du chômage fut fixé à 8,3%, ce qui sonnait tout de même mieux. En 1976, à l'approche des élections présidentielles, on s'inquiéta dans les sphères dirigeantes du manque d'adhésion de l'opinion publique envers le système. À l'automne 1976, William Simon, secrétaire au Trésor sous Nixon et Ford, et auparavant banquier émargeant à 2 millions de $ annuels, prit la parole lors d'une réunion du Conseil économique à Hot Springs, en Virginie, pour prévenir que lorsque la majeure partie de la population louche vers le socialisme ou le totalitarisme, il devient urgent de bien faire comprendre le système commercial américain. L'entreprise privée est en train de perdre, par défaut, dans grand nombre de nos écoles, dans les médias et dans une partie de l'opinion publique, ajoutait-il. Son discours reflétait exactement l'opinion des milieux d'affaires américains. Le Vietnam, disait-il, le Watergate, l'agitation étudiante, le bouleversement des valeurs morales,
La pire des récessions que notre génération ait connue, et toute une série de chocs culturels, se sont combinés pour créer un nouveau climat de doute et de questionnement. Tout cela se lit dans le malaise général d'une société en mal de confiance. Fermez les guillemets. Selon Simon, les Américains avaient trop souvent entendu dénigrer la notion de profit et la motivation qu'elle représente, qui ont pourtant rendu possible notre prospérité. Ils pensent en outre que, d'une manière ou d'une autre, ce système qui a pourtant fait plus qu'aucun autre pour combattre la souffrance humaine et la privation, est essentiellement cynique, égoïste et amoral. Nous devons, déclarait-il encore, mettre en avant l'aspect humain du capitalisme. Fermez les guillemets. En 1976, alors que les États-Unis se préparaient à célébrer le bicentenaire de la déclaration d'indépendance, un groupe d'intellectuels et de responsables politiques du Japon, des États-Unis et d'Europe de l'Ouest se réunit pour former la Commission trilatérale. Cette commission publia un rapport intitulé « La gouvernance des démocraties ». Samuel Huntington, professeur de sciences politiques à Harvard et consultant régulier auprès de la Maison-Blanche pour la guerre du Vietnam, rédigea la partie du rapport consacrée aux États-Unis. Il l'intitula « Le vernis démocratique » et introduisait la question dont il allait discuter en ces termes. Les années 1960 ont été l'occasion d'une spectaculaire expression de ferveur démocratique en Amérique. Dans les années 1960, écrivait Huntington, on avait assisté à un sursaut de participation citoyenne, sous la forme de défilés, de manifestations, de mouvements protestataires et de causes à défendre. Il se produisit également une nette prise de conscience de la part des Noirs, des Indiens, des Chicanos, des groupes ethniques blancs, des étudiants, des femmes, bref, de tous ceux qui se sont mobilisés et ont inventé de nouvelles manières de militer. On avait pu assister également à une croissance remarquable du syndicalisme dans le secteur tertiaire. Et tout cela s'était combiné en une réaffirmation du principe d'égalité en tant qu'horizon de la vie sociale, économique et politique. Huntington notait les signes du déclin de l'autorité gouvernementale. Les exigences d'égalité des années 1960 avaient eu des conséquences sur le budget fédéral américain. En 1960, le budget des affaires étrangères représentait 53,7% du budget global et celui des affaires sociales 22,3%. En 1974, ils étaient respectivement de 33 et 31%. Cela semblait refléter un changement dans l'attitude générale de la population. Si 18% seulement des gens estimaient, en 1960, que le gouvernement dépensait trop pour la défense, ils étaient 52% en 1969. Huntington s'inquiétait de ce constat. Le moteur, disait-il, du sursaut démocratique des années 1960 était le défi général lancé au système d'autorité établi, qu'ils fussent publics ou privés. Sous une forme ou une autre, ce défi s'est manifesté contre la famille, l'université, le monde des affaires, les institutions publiques ou privées, la politique, la bureaucratie gouvernementale et l'armée. Les gens n'éprouvaient plus le besoin d'obéir à ceux qu'ils considéraient auparavant comme supérieurs à eux en âge, rang, statut, connaissance, caractère ou talent. Fermez les guillemets. Tout cela, affirmait Huntington, avait posé quelques problèmes en termes de gouvernance des démocraties dans les années 1970. Fermez les guillemets. Par-dessus tout, il y avait eu ce déclin de l'autorité présidentielle. Or, si quelqu'un gouvernait les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était bien le président. Agissant avec le soutien et la coopération de groupes ou d'individus indispensables à la bonne marche de l'exécutif, de l'administration fédérale, du Congrès et, plus important encore, du monde des affaires, des banques, des conseils juridiques, des médias, qui composent le versant privé des pouvoirs en place. Fermez les guillemets. Il s'agissait là, sans aucun doute, de la déclaration la plus franche qu'ait jamais émise un conseiller de l'élite dirigeante. Huntington ajoutait que pour gagner les élections, un président devait s'assurer le soutien d'une large coalition. Mais le lendemain de son élection, l'importance de sa majorité perd une part, si ce n'est la totalité, de son influence sur la manière de gouverner le pays. Ce qui compte désormais, c'est d'obtenir le soutien des personnages clés des grandes institutions au gouvernement et à la société dans son ensemble. Cette coalition doit comprendre des personnages incontournables du Congrès, de l'appareil exécutif ainsi que des représentants du secteur privé. Fermez les guillemets. Huntington donnait ensuite quelques exemples. On reprend avec sa parole. Truman a mis un point d'honneur à faire participer à son administration des personnalités non partisanes, des banquiers républicains et des conseillers juridiques de Wall Street. Il s'adressait directement aux sources du pouvoir réel dans le pays pour obtenir l'aide dont il avait besoin pour diriger le pays. Eisenhower hérita de cette coalition dont il était lui-même en partie le produit.
Kennedy essaya de recréer une alliance structurelle du même type. Fermez les guillemets. Ce qui, semble-t-il, inquiétait le plus Huntington, c'était le déclin de l'autorité gouvernementale. Par exemple, le mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam avait provoqué l'abandon du principe de la conscription. La question, reprend-il, se pose alors nécessairement de savoir si, en cas de nouvelles menaces planant sur la sécurité nationale, et cela se produira immanquablement, le gouvernement pourrait disposer de l'autorité suffisante pour exiger les moyens et les sacrifices nécessaires pour y faire face. Huntington envisageait la fin possible de la période durant laquelle les États-Unis ont imposé leur pouvoir hégémonique sur l'ordre international, disait-il. Il déclarait pour finir que l'on assistait à un abus de démocratie, et il appelait de ses vœux une limitation souhaitable de la démocratie politique. Fermez les guillemets. Huntington rédigea ce rapport pour une institution qui allait avoir une grande importance pour l'avenir des États-Unis. La commission trilatérale fut mise sur pied en 1973 par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski. Rockefeller était un dirigeant de la Chase Manhattan Bank et une figure de première importance dans le monde de la finance. Brzezinski, professeur à la Columbia University et spécialiste des relations internationales, était également consultant auprès du secrétariat d'État américain. Robert Manning écrivit dans la Far Eastern Economic Review du 25 mars 1979 que l'initiative de la commission revenait entièrement à Rockefeller. Selon George Franklin, le secrétaire général de cette commission, Rockefeller était fort soucieux de la dégradation des relations entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. Franklin expliquait que Rockefeller avait fait part de son inquiétude à d'autres membres de l'élite dirigeante. Ouvrez les guillemets, dans le cadre du groupe Bilderberg, une organisation anglo-saxonne des plus respectables et qui opère déjà depuis pas mal de temps. Mike Blumenthal a déclaré que la situation internationale était très inquiétante et se demandait si un groupe d'intérêts privés ne pouvait pas envisager de faire quelque chose à ce sujet. David Rockefeller a alors réitéré sa proposition. Fermez les guillemets. Ensuite, Brzezinski, un proche de Rockefeller, a été chargé de mettre sur pied la commission avec des fonds fournis par ce dernier. Ajoute George Franklin. Il semble plus que probable que la prétendue situation internationale très inquiétante qui avait entraîné la création de la commission trilatérale dissimulait en fait la nécessité d'une plus grande unité d'action entre le Japon, l'Europe de l'Ouest et les États-Unis face à une menace nettement plus sérieuse pour le capitalisme tricontinental que le communisme monolithique, à savoir les mouvements révolutionnaires relativement autonomes qui secouaient alors le tiers-monde. La commission trilatérale entendait également faire face à un autre problème. Dès 1967, George Ball, directeur de Lehman Brothers, une banque d'investissement très importante, et jadis secrétaire aux affaires économiques dans l'administration Kennedy, annonçait aux membres de la Chambre internationale de commerce « Au cours des 20 années qui ont suivi la guerre, nous avons dû admettre, du moins dans les actes, si ce n'est dans nos discours, que les frontières politiques des États-nations sont trop étroites et contraignantes pour satisfaire aux objectifs et aux activités du commerce moderne. » Pour illustrer la croissance de l'internationalisation économique des entreprises américaines, il suffit d'observer le secteur bancaire. En 1960, 8 banques américaines possédaient des filiales à l'étranger. En 1974, elles étaient 129. Le capital de ces filiales était de 3,5 milliards en 1960 et de 155 milliards en 1974. Apparemment, la commission trilatérale se voulait un soutien à la création des liens internationaux nécessaires au fonctionnement de cette nouvelle économie mondialisée. Ses membres étaient issus des plus hauts cercles de la politique, des affaires et des médias, d'Europe, de l'Ouest, du Japon et des États-Unis. On y trouvait des responsables de Chase Manhattan, Lehman Brothers, Bank of America, Banque de Paris, Lloyds of London, Bank of Tokyo, etc. Des industries du pétrole, de l'acier, de l'automobile, de l'aéronautique et de l'énergie. D'autres membres de la commission appartenaient au Magazine Times, au Washington Post, à Columbia Broadcasting System, au ZAIT, au Japan Times, à l'Économiste de Londres et à bien d'autres médias. L'année 1976 ne fut pas seulement marquée par les élections présidentielles, ce fut également l'année tant attendue du bicentenaire de l'indépendance. De nombreux événements triomphalement annoncés dans les médias devaient avoir lieu dans tout le pays. La quantité d'énergie dépensée à cette occasion laisse penser que la commémoration était considérée comme un moyen de restaurer un certain patriotisme américain en convoquant les symboles historiques susceptibles de réconcilier le peuple avec le gouvernement,
et de faire oublier l'atmosphère survoltée du passé proche. Le bicentenaire de l'indépendance n'atteignit pas, semble-t-il, son objectif. Lorsque le 200e anniversaire de la Tea Party fut célébré à Boston, une énorme foule se rassembla. Mais au lieu de participer aux festivités officielles, la plupart des gens se rendirent à la contre-célébration dite bicentenaire du peuple, au cours de laquelle des bidons étiquetés Gulf Oil et Exxon furent jetés dans le port de Boston en signe de refus de la prééminence du monde des affaires dans la société américaine. Fin du chapitre.